Le collectif des femmes pour la protection de l'environnement et de l'enfant. Donc nous sommes en compagnie de deux éminents représentants de cette association qui, comme vous le savez, puisque nous avons eu l'occasion à maintes reprises et dans les années antérieures de les recevoir pour aborder la question des violences faites aux femmes, aux enfants, aux jeunes filles. Et ce matin, alors qu'on se prépare pour la journée mondiale qui est consacrée à cette thématique, donc nous allons recevoir ce matin Ngaï Papin. Bonjour et bienvenue. Bonjour, je suis encore heureux une nouvelle fois de mettre mes pieds dans les studios de la radio Bonne Nouvelle de Douala. Très bien. Et il y en a un autre qui, je crois que c'est son baptême de feu ce matin, monsieur Lenhus. Bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur, merci de m'avoir invité. Bonjour aussi à vos millions d'auditeurs. Merci d'avoir fait le déplacement. Donc, la question de la protection des enfants. Et ce matin, alors vous allez nous en dire un mot. On se prépare pour la journée mondiale consacrée à la cause. Il s'agit précisément de la journée mondiale? Non, il s'agit du jour où on a signé la Convention internationale contre les violences faites aux enfants, qui a été reconnue par l'ONU à la journée du 20 novembre. Ça se célèbre tous les 20 novembre. Tous les 20 novembre, donc on est à 2 jours de cette célébration. Alors c'est l'occasion donc de faire une espèce de rétrospective, mais aussi de bilan, d'un état des lieux des violences. C'est pour le cas du Cameroun? Oui, non, ça va dans le cadre du Cameroun, bien sûr. Oui. Déjà, nous, on a fait le lancement ici à Douala, au niveau du COFEB. C'était le 3 novembre, avec au moins plus de 15 associations qui étaient invitées. On a balancé dans les réseaux sociaux et crois pertinemment que vous avez eu à voir. Donc, on a envoyé dans les réseaux sociaux qu'on invitait les gens à une rencontre au bureau du COFEB. Il y a les gens qui n'ont pas pu être là, mais qui étaient à distance, qui étaient au nord du pays, d'autres étaient dans l'Afrique, et notre partenaire aussi, la JACSM, Jeunesse, Art, Culture, Sciences et Mémoire, Sport et Mémoire, qui est basée à Lyon, qui nous suivait. On a eu à faire cette rencontre avec ceux qui ont pu être présents ici dans les locaux du COFEB. Et cette rencontre marquait effectivement le lancement des 19 jours d'activisme contre les violences faites aux enfants et aux jeunes. Alors, monsieur Lenhus, l'activisme, 19 jours d'activisme, il s'agit de quoi? De sensibiliser la population sur la question des violences faites aux enfants? Oui, en fait, vous savez que les problèmes de violence sont récurrents, beaucoup plus par rapport aux enfants et aux jeunes. Donc, nous sommes allés dans les établissements et nous avons sensibilisé les enfants d'abord sur leurs droits. Et en même temps aussi, nous avons parlé aussi sur la question du Covid par rapport aux mesures barrières. Et c'est dans ce sens que nous avons beaucoup plus travaillé, quoi. Alors, il s'agit, quand vous parlez de dire aux enfants quels sont leurs droits, c'est déjà des enfants, les enfants cibles, c'est quel âge? À partir de quel âge est-ce que vous dites aux enfants on ne va pas vous administrer la fessée, on ne devrait pas vous priver d'argent de baigner, quel que soit ce que vous avez fait? Déjà, nous, très bonne question. Déjà, nous, pour commencer, on essaie d'abord de demander aux enfants s'ils connaissent leurs droits. On essaie de les demander de définir ce que c'est qu'un droit. C'est à partir de quel âge déjà? Normalement, l'enfant s'est reconnu de 0 à 15 ans. Et comme il y a aussi les jeunes, parce que c'est enfants et jeunes, il faut toujours préciser. C'est pas seulement on met les enfants parce que oui, on dit enfants, mais c'est enfants et jeunes. Donc, on a commencé. On a pris les écoles primaires, on a demandé des demandes. Ceux qui nous ont accordé nous sont passés. On a commencé déjà par demander aux enfants de manière est-ce que vous connaissez les droits? D'autres essaient de définir. Et comme vous voyez la définition qui s'y avait par rapport à leur contexte et ce qu'ils donnaient, on appréciait. À partir de là, on les demandait maintenant quels sont les droits des enfants qu'ils connaissent. Étonné était vraiment notre manière de comprendre, parce qu'on a vraiment été étonné que les enfants connaissaient les droits. Connaissaient leurs droits. Et quand on demandait, beaucoup disaient le droit à l'éducation, le droit à une identité, le droit à une famille, le droit à la santé, le droit d'être protégé de la guerre, le droit... Maintenant, à partir de là, quand on entrait à ce niveau, quand tout le monde est cité, on commençait à les expliquer maintenant. On disait que le droit à l'exploitation, c'est par rapport à quoi? Bon, d'autres ne comprenaient pas parce que pour eux, c'est le droit à l'exploitation qui s'est arrêté là. On leur disait que non, c'est pas le droit à l'exploitation. Ne dis pas le droit à l'exploitation, tu t'arrêtes là. Non, c'est pas ça. Le droit à l'exploitation, c'est que par exemple, on demandait qui vend les biscuits, qui passe souvent vendre l'eau et les bonbons pendant les vacances, qui vend souvent. Beaucoup répondaient oui. On disait non, là c'est l'exploitation, vous devez être protégé de ça. Ah, donc les enfants que l'on astreint au petit commerce pendant les vacances
c'est de l'exploitation, ça relève de l'exploitation. Ça relève de l'exploitation. Mais l'exploitation par qui? Les parents pour les enfants? Est-ce que c'est pas arrangé dans le cadre des occupations pour les mettre à l'abri de l'oisiveté, du désœuvrement, qui pourrait avoir des conséquences beaucoup plus fâcheuses que les occuper au petit commerce? Oui, mais le problème, c'est même pas seulement pendant les vacances. Si vous regardez même en période de classe, même quand vous êtes assis dans des bars, dans les débits de boissons, vous voyez les enfants passer avec l'arachide, passer avec dans un panier avec les œufs. Vous comprenez un peu. Donc c'est une histoire qui est un peu récurrente. Donc on a essayé de sensibiliser les enfants en leur faisant comprendre qu'ils ont d'abord le droit à l'éducation, ça veut dire qu'ils doivent aller à l'école. Et quand vous voyez ces enfants à des heures parfois très, très, très tardives, il est difficilement impossible pour eux de joindre l'école et les études. Vous comprenez un peu. Donc c'est dans ce sens. Dans le commerce et les études. Oui, justement, dans le commerce et les études. Donc c'est dans ce sens qu'on essaye de les sensibiliser en leur faisant comprendre qu'ils ont parfois le droit de dire à leurs parents qu'ils doivent aller à l'école et que leur rôle, c'est pas d'être dans les points de vente de boissons, peut-être à des heures très avancées, parce que c'est même là parfois qu'ils sont exploités. C'est-à-dire il n'y a pas de mauvaises personnes qui ont des penchés malveillants. Vous comprenez un peu. Donc on a essayé de leur faire comprendre que c'est votre droit parfois de dire à papa ou bien à maman que vraiment c'est pas le moment pour moi d'aller vendre d'arachide à 20 euros, 21 euros, bien vendre les œufs dans le bar parce que je peux me faire kidnapper, je peux me faire abuser, autant de choses. Alors les enseignants, j'imagine qu'ils prenaient part à ces ateliers. Oui, les enseignants prenaient part à ces ateliers. On a remarqué qu'il y a d'autres enseignants qui ne connaissaient pas, qui découvraient, ou bien peut-être qui connaissaient de manière très partielle, parce qu'eux se disent pas donner le cours. Comme par exemple, eux parlaient par exemple disant que les enfants pouvaient dire à leurs parents que non, s'il vous plaît, papa, pardon, je suis fatigué, je vais me reposer, je vais aller faire après. C'est le droit de s'exprimer. C'est un droit de l'enfant, le droit de s'exprimer, le droit d'écouter son opinion, de donner son opinion, et le parent a le droit de le faire. Et maintenant qu'on arrive à une telle situation, on disait toujours aux enfants, faites attention, ne le dites pas de manière aussi désinvolte, parce que là tu seras bastonné par ton père. Nous sommes en Afrique, il y a le respect d'abord de nos us et coutumes, mais tu le dis très poliment et gentiment. Parfois on abordait même la manière disant que non, tu peux le dire à deux avec ton papa, tu ne trouves pas que s'il te plaît, donc une formule de politesse qui ne dit pas son nom, mais si tu venais tu permets, non papa ne parle pas, non, ça on ne disait pas. Et maintenant on les explique aussi avec le droit de s'exprimer, c'est que si les parents demandent qui les a dit ça, parce qu'on est se retrouvé dans ce type de cas, on doit dire la réalité. Qui vous a appris ça? Vous dites qu'on vous a appris ça à l'école. Qui est venu? Ils vont venir vers l'école. C'est que sur l'école va venir et convoquer l'ONG COFREB. Et à ce niveau, on ne se cache pas. On est prêt à répondre. Ils vont nous dire si c'est que le Cameroun n'a pas ratifié ce type d'acte. À ce niveau, vraiment, on ne se cache pas, on le dit bien à qui veut l'entendre. À l'ONG COFREB, on est là pour la protection des droits de l'homme. On parle de la protection des enfants, qui est notre leitmotiv et notre sacerdoce qu'on porte depuis des années. Et quand on parle de la protection des enfants, on est là pour vulgariser les droits des enfants, pour qu'ils connaissent le droit. Et bizarrement, c'est même dans le programme scolaire. On est passé dans des écoles où on s'est rendu compte que ce mois de novembre, comme à Grassland par exemple, ils ont des thématiques qu'ils utilisent, ils emploient avec leurs élèves. Ce mois de novembre, ils sont en train de parler des droits de l'enfant. Pendant presque tout le mois, c'est ce qu'ils vont passer le temps à parler. Donc les enfants connaissent le droit, mais peut-être la manière de s'approprier, ce n'est pas ça. Et d'autres enseignants aiment aussi quand c'est nous qui venons. Pourquoi ils disent que ça fait sortir les enfants de leur zone de confort, de voir les mêmes gens tous les jours. Mais quand c'est une autre personne qui vient les expliquer avec une autre approche, personnellement, ils se rendent compte que ça peut porter des fruits. C'est à ce niveau qu'on se trouvait. Alors vous êtes sur le terrain depuis plusieurs années maintenant. Est-ce que vous avez le sentiment que les enfants sont de plus en plus ou de moins en moins conscients qu'ils ont des droits qu'ils doivent nécessairement faire respecter? Oui, mais le problème c'est que les enfants sont de plus en plus aguerris. Ils savent qu'ils ont des droits. Mais la grande question c'est au niveau de l'enfant dans la famille. C'est-à-dire parce que parfois c'est le parent qui doit aussi accompagner l'enfant dans ses droits. Or, nous savons qu'en Afrique, parfois, la famille essaie d'enfreindre aux droits de l'enfant
on essaie de l'obliger parfois à faire ce qu'il n'a pas besoin de faire. Bon, il y a aussi des contraintes de la vie sociale, c'est-à-dire que vous avez en face, peut-être dans cette famille où on vit dans la pauvreté, la misère, et peut-être qu'on ne vit que des petits commerces, et puis l'enfant est parfois obligé d'aller soit passer par là pour peut-être préparer sa rentrée scolaire, parce que bon, parfois on dit quand une ferie pendant les vacances, il faut l'occuper pour qu'il rentre un peu d'argent, et que cet argent on peut le garder pour qu'il ait peut-être 2 ou 3 cahiers au début de la rentrée scolaire. Mais en général, les enfants, ils sont vraiment aguerris, ils savent, ils connaissent bien leurs droits, parce que même parfois où nous sommes passés dans les établissements, on s'est rendu compte que contrairement à ce qu'on pensait, ils sont très éveillés. Quand vous posez les questions, qui connaît votre droit, tous lèvent le doigt. Vous avez ça sort de partout, le droit à l'éducation, j'ai droit à une identité, j'ai droit à ça. Mais est-ce que dans l'application, au sein de la famille, est-ce que c'est réellement respecté? Donc c'est pour ça que parfois nous tenons aussi à demander aux parents de respecter les droits des enfants. C'est important. Alors, est-ce que vous ne faites pas confusion dans la cible? Les enfants qui sont déjà à l'école, on peut présumer que leurs parents savent leurs droits et les respectent. Déjà, le fait de les envoyer à l'école, leur donner le goûter ou la ration quotidienne, on présume que ça, les parents savent et appliquent et respectent les droits. Est-ce que c'est pas peut-être orienté vers ceux-là qui sont en dehors de l'école alors qu'ils devraient y être à mener justement ces activités extrascolaires? Est-ce que c'est pas là, vous ne manquez pas votre cible à ce moment-là? Non, c'est pas tellement comme notre cible. En fait, même, il y a aussi d'autres jeunes gens qui travaillent dans ce sens avec les enfants de la rue. Vous comprenez un peu. Mais notre rôle ici, c'est que déjà ceux avec qui nous travaillons, nous essayons de les faire comprendre. Parce que le problème, c'est pas les droits de l'enfant. L'enfant, sûrement, parfois, il connaît ses droits. Mais est-ce qu'il jouit réellement de ses droits? Il n'y a pas seulement que le droit à l'éducation. Vous savez, il y a beaucoup de droits. Mais est-ce qu'au niveau de l'application, c'est vraiment respecté? Ok. Je crois que je peux comprendre votre question, parce qu'on s'est rendu compte que, par exemple, quand le parent envoie l'enfant à l'école, pour lui, beaucoup de parents croient que l'enfant a le devoir d'aller à l'école, alors que non, c'est un droit. Bon, maintenant, quand vous dites que la cible, chaque année, par exemple, le thème de cette année, c'est la négligence. L'année dernière, c'était la non-violence. Bon. L'année dernière, dans la non-violence, nous avons eu à mener une enquête. Notre public cible sur l'enquête qu'on a menée, c'était les parents. On leur demandait s'ils connaissaient les droits des enfants, comment s'appliquer, est-ce qu'ils sont respectés. D'autres disaient qu'ils connaissaient, s'appliquer, se respecter. Non, ils envoient des enfants à l'école, ils s'arrêtent là. Mais on se rendait compte qu'il y a beaucoup de choses qu'ils ne connaissaient pas. Chaque année, vous savez, les 19 jours de violence, c'est 19 points que ça touche, que je ne peux pas commencer à énumérer ici. Donc on prend un thème sur lequel on s'appuie et on travaille dessus. Mais on a déjà eu à mener les enquêtes auprès des parents par le passé. Ça, c'est vrai. Pour essayer de discuter avec eux, pour voir. Et je peux vous assurer et vous rappeler que beaucoup de parents le prennent mal et ne l'acceptent pas. Je crois que c'est par rapport à notre contexte. Beaucoup pensent que, comme on discute avec les enfants, on est en train de les monter les esprits, les apprendre les choses, à ne plus respecter les coutumes. À se révolter contre eux. Oui, contre eux. Parce que, prenons, vraiment, un parent me rappelle, vous avez dit, lui, il ne peut pas admettre que chez lui, il arrive. Fiston va me donner de l'eau. Non, papa, c'est à train de jouer la PlayStation. Non, on a dit que lui, il arrive sur son fils militairement et le corrige correctement. Parce que c'est pas comme ça que lui, on l'a éduqué. Qu'est-ce qu'on va donc faire? On va faire quoi de celui-là? Notre rôle, c'est d'essayer de sensibiliser, d'appeler plus de personnes pour pouvoir parler par rapport à ça. On peut d'ailleurs se réjouir que c'est même dans nos manuels scolaires. Parce que vraiment, je vous garantis, c'est une thématique dans les manuels scolaires. Beaucoup d'écoles nous ont rassurés. Mais on n'a pas eu de visu à regarder les livres où ils disent que c'est pris. Mais ils disent que non, c'est appliqué. Je crois quand même qu'ils ne peuvent pas mentir. Et c'est même pourquoi beaucoup nous accueillaient. Parce qu'ils félicitaient disant qu'ils ont vraiment besoin de gens comme nous. Je vais prendre un cas. On était à l'école publique Neubel-Bassar. Je les ai pris un exemple pour leur parler que tout le monde est égalitaire. On les a pris. Il les a demandé, dans cette salle, il y a combien de tribus? Moi, je me suis présenté, je suis Bafia. Les gens disent, moi, je suis Bassa, je suis musulman, je suis tel. Il y avait une fille, tu es albinos, non, je suis noir, on est blanc. Est-ce qu'il y a une culture ou bien une race qui est supérieure à l'autre? Non, vous vivez tous ensemble, et votre enseignant vous enseigne, non. Tout le monde doit être égalitaire. Personne ne doit être au-dessus de l'autre. Que tu sois handicapé, que tu sois musulman, que tu sois chrétien, on vit ensemble. Tous les enfants sont pareils. Mettez ça dans vos têtes. La directrice a dit applaudissez. Parce que ça, c'est une approche que eux,
ils ne pouvaient pas voir de cette manière. Là, on va parler, par exemple, là, c'est quand même vrai, nous sommes des gens de terrain, on est confrontés à beaucoup de choses. Même si elle a le rôle d'enseignante, il y a certains trucs un peu pas entrer en profondeur, par exemple, comme nous. Alors, quels sont les droits fondamentaux qui vous semblent essentiels, que vous mettez en avant pendant ces moments d'activité ou d'activisme? De l'activisme. On n'a pas de droits fondamentaux. Pour nous, tous les droits sont égaux. Il n'y a pas de hiérarchie. Non, il n'y a pas une hiérarchie. Il n'y a pas une hiérarchie. Alors, mais est-ce qu'on peut en énumérer quelques-uns? Il y a le droit, vous avez cité dans vos propos, le droit à l'éducation, le droit à une famille, le droit à l'identité, le droit à la santé, le droit d'être protégé de la guerre, le droit à l'espace, à la non. Le droit à l'identité, c'est quoi? D'avoir un acte de naissance. Un acte de naissance, oui. Oui, le droit d'être protégé de l'exploitation. Tout le monde est égaux, quelle que soit la race, la couleur de peau. Donc on n'a pas à subir, à vivre quelques discriminations, que ce soit dû à cela. Alors, pour cette journée qui s'annonce la ratification de la Convention, qu'est-ce qui est prévu fondamentalement? Est-ce que ce sera toujours un prolongement des cours, des causeries éducatives? Actuellement, on a fini avec le tour des écoles qui nous ont répondu et on a commencé déjà les corrections. Les corrections vont se terminer cette semaine, mais le 20, on le pourra y organiser parce que c'est un jour en semaine, un week-end, ça tombe un samedi, rassembler les écoles, non, ça sera vraiment pas possible. Et il faut aussi voir les enseignants, les directrices qui les accompagnent. Les week-ends, on connaît comment ça se passe chez nous. Mais dans l'intervalle du 25 de cette semaine, je crois, on va rassembler tous les enfants qui ont composé. Parce qu'on a fait un concours, comme Hugues l'a dit, c'était sur sa supervision, et de celle de certains de mes autres collègues qui n'ont pas pu être là à cause de certaines indisponibilités. On faisait composer les enfants dans les différentes salles. Sur les droits? Non, c'était pas sur les droits. Sur les mesures barrières. Sur les mesures barrières. Parce que n'oublions pas, même si on apprend les droits des enfants actuellement, la Covid est encore là et ça sévit. On voulait connaître vraiment qu'on ait un niveau de culture par rapport à ça. C'est dessus qu'on les a fait. On les a fait composer. Donc les corrections sont presque terminées. Après, on va classer. Maintenant, on va inviter toutes les écoles qui ont eu à participer où on a eu à visiter. Soit une directrice avec un maître, soit accompagné des 5 enfants qui ont eu à composer dans chaque école. Même si on est venu dans une école qu'on a trouvé 3 groupes. Chaque groupe vient avec sa directrice, une maîtresse et des 5 enfants qui ont composé. Au passé de cela, maintenant, on va les rassembler au cours d'une salle où on va présenter d'abord les résultats venant du Covid. On va encore essayer de parler à nouveau des droits de l'enfant. Il y aura des intervenants, on va faire venir un psychologue, il y aura des intermèdes, des artistes qui ont chanté pour les enfants, et maintenant on va les donner, ceux qui ont eu la meilleure note, on va les remettre cela. Après cela, maintenant, on va prendre rendez-vous par rapport à l'année prochaine. Mais on va insister aussi en demandant aux écoles qu'en cas de souci ou en cas de problème qui nous interpelle, parce que nous on sera toujours ouverts pour discuter et parler avec eux. Je crois soit vous serez invités, soit on reviendra ici pour dire aux téléspectateurs comment on a pu clôturer ces activités. 8h passées 30 minutes. On va faire un rapide tour de l'actualité avant de continuer avec le collectif des femmes pour la protection de l'environnement et de l'enfant. L'actualité au Cameroun, c'est cette candidature de l'ancien capitaine et goleador des Lions indomptables Samuel Eto'o-Fils qui a été déposé hier. À la suite de ce dépôt de candidature, il s'est exprimé en interpellant de façon solennelle et ferme le camp d'en face et les a mis en garde contre toute tentative de tricherie et que ça ne se passerait plus comme par le passé. À la suite donc de ses propos, Samuel Eto'o-Fils s'est dit confiant quant à sa victoire prochaine. Il a annoncé qu'il sait qu'il sera le futur président de la Fédération camerounaise de football. Rappelons que la date des limites des dépôts des candidatures c'est aujourd'hui et que cette élection à la tête de l'instance fêtière du football Cameroun se fera le 11 décembre prochain. L'actualité au Cameroun, c'est aussi la pandémie Covid-19 qui
qui mobilise donc, le ministère de la Santé qui est dans différents hôpitaux et les artères de la ville de Douala-Yaoundé, tentant de convaincre les Camerounais de se faire vacciner avec pour objectif d'atteindre l'immunité collective. Mais le mouvement est assez timide. Les Camerounais ne se bousculent pas dans les centres de vaccination avec le bilan à la clé. Moins d'1% de la population cible camerounaise qui a reçu le vaccin. L'Assemblée nationale tient une session plénière aujourd'hui. 4 ministres vont répondre aux questions des parlementaires, notamment parmi ces ministres, le ministre de l'administration territoriale pour la Tangandji, le ministre en charge de la justice et le ministre des travaux publics qui répondront donc aux parlementaires en ce jour. Il y a cet homme qui a échappé de peu à la mort alors qu'il avait engagé 2 jeunes dans sa plantation, 2 jeunes âgés respectivement de 16 et 21 ans. Et le monsieur s'est rendu sur sa plantation pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. Et les 2 jeunes hommes l'ont ligoté et puis asséné des coups de machette, le laissant pour mort avant d'emporter la somme de 700 000 francs de leur employeur. Cet homme n'a eu la vie sauve qu'à la providence divine. Quelques personnes passant par là l'ont transporté d'urgence à l'hôpital. Ces jours semblent hors de danger. Les 2 malfaiteurs ont été d'abord localisés à Bamenda. Ils ont tenté de prendre la fuite, puis ils ont été repérés dans la région du sud-ouest et interpellés. Il médite en ce moment leur sort sur les agissements qui ont été posés. Ils ont été inculpés pour tentative d'assassinat. L'actualité au-delà du Cameroun, le Burkina Faso, après 3 jours de deuil national, on tente toujours de savoir ce qui s'est passé, comment autant de soldats ont été tués, pris à revers par les djihadistes de l'État islamique qui sévissent dans la région sahélienne. 2 commandants ont été démis de leurs fonctions pour n'avoir pas été à la hauteur de faire face à la menace qui a donc laissé sur le carreau. Aujourd'hui, on parle de 49 personnes qui ont été tuées au cours de cette attaque qui a endeuillé donc le pays. Au Soudan, une manifestation géante hier, mais qui s'est soldée dans le sang. Au moins 15 personnes ont été tuées. C'est le bilan le plus lourd depuis le début des protestations contre la prise de pouvoir par les militaires et le général Al-Burhan qui semble impassible et imperméable aux protestations de la rue, et la rue qui, elle, manifeste sa détermination. Des appels à descendre dans la rue jusqu'au renversement du régime du général Al-Burhan ont été lancés. Les populations soudanaises donc qui disent leur détermination à faire fléchir le régime militaire qui s'est installé à Khartoum, au Soudan. Les Maliens du gouvernement de Choga Maïga a donc été sanctionné par la CEDEAO et plusieurs ministres qui sanctionnent donc ces ministres et ces dirigeants pour n'avoir pas respecté le calendrier électoral qui avait préalablement été présenté. Mais le patron de la transition, le colonel Assimi Goïta, n'a pas fait l'objet de ces sanctions. L'actualité au-delà du continent africain, l'Autriche, nous en parlions lundi, qui a confiné environ 2 millions de personnes qui avaient jusque-là refusé de se faire vacciner. Et il semble que les effets de ce confinement commencent à se faire sentir. On a assisté en Autriche à une ruée de personnes non vaccinées dans les centres de vaccination. Et c'est le gouvernement autrichien donc qui se félicite de ce frémissement, de ce que les sceptiques se soient finalement rendus à l'évidence qu'il faille se faire vacciner. Parlant toujours de la pandémie Covid-19 qui continue une progression spectaculaire en Europe, et l'Allemagne qui est particulièrement frappée. Hier encore, l'Allemagne a battu un record de contamination en une seule journée. 52 000 personnes ont été contaminées au coronavirus, ce qui inquiète les autorités sanitaires de ce pays. C'est un record absolu depuis le déclenchement de cette pandémie en 2020. L'actualité au-delà de l'Afrique, c'est aussi cette nouvelle qui a été présentée par les scientifiques comme porteuse d'espoir pour les millions de malades du VIH-Sida dans le monde. Une femme d'origine argentine qui a guéri naturellement du VIH après avoir donné naissance à un enfant. Son placenta a été récupéré, analysé, plus aucune trace du virus. C'est la 2e personne identifiée par les scientifiques dans le monde qui guérisse naturellement du VIH-Sida. Son sang donc est à l'étude pour tenter de déterminer les mécanismes qui ont conduit à l'éradication complète et naturelle sans prise d'aucun antirétroviral. Elles ont donc guéri, et l'on espère, la communauté scientifique a annoncé hier qu'à l'issue de l'étude minutieuse des mécanismes qui auraient conduit à l'éradication
par les anticorps naturels de VIH/SIDA. Cela pourrait être une piste de solution crédible dans la mise en place d'une thérapie contre la pandémie du siècle. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en ce 18 novembre 2021, alors qu'il est 8 heures passées de 36 minutes. Dans un instant, nous allons continuer l'échange avec le collectif des femmes pour la protection de l'environnement et de l'enfant, puisque nous sommes dans la mouvance de la célébration de la convention, la ratification de la convention dédiée à cet effet, à la protection des femmes, de la jeune fille et de l'enfant. Allez, Urban Café Actualité, nous poursuivons l'échange avec le collectif des femmes pour la protection et de l'environnement et de l'enfant. On va peut-être procéder à un état des lieux de la violence faite sur les enfants, les jeunes filles. Est-ce que ça progresse? Est-ce que on a le sentiment que la situation semble stagner? Qu'est-ce qui est fait pour que cette violence soit de moins en moins visible, en tout cas soit de moins en moins récurrente? Parce qu'on peut la cacher, on peut la rendre moins visible et elle n'en demeurera pas moins réelle. Qu'est-ce qui est fait pour que l'on cesse toute violence sur les enfants? Alors parlons peut-être d'un état de lieu, vous qui êtes sur le terrain. Est-ce que vous avez la perception qui est la vôtre, en évoquant les différents cas, en prenant en charge différents cas, parce que vous avez eu à prendre des cas de violence? Est-ce qu'on a le sentiment que la violence sur les enfants, ça recule, ou ça progresse, ou ça stagne? Déjà, à ce niveau, je peux dire que on peut dire ça recule. Par rapport aux enfants, sur la protection de leurs droits, ça recule. Parce que, par exemple, sur 1000 personnes enquêtées l'année dernière, on avait fait une étude de statistiques dessus, on avait enquêté sur 1000 parents, un échantillon. On s'était rendu compte que 600, au moins 600 connaissaient les droits des enfants, au moins 700 les respectaient. D'autres, il y avait des gens qui ne voulaient même pas entendre parler. Mais cette année, on n'a pas pu un échantillon de personnes pour pouvoir mesurer, pour voir à quel niveau l'évolution statistique peut être, pour pouvoir donner des chiffres, avancer des chiffres comme on a fait l'année dernière. Mais au moins, on a observé que par rapport aux écoles, quand on est passé dans d'autres écoles l'année dernière, cette année, les droits étaient plus vulgarisés. Donc, ça peut nous permettre de faire comprendre par là que non, les droits des enfants sont en train d'avancer. Même si ça avance de manière très, 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 très lente. Mais au moins, les droits des enfants sont quand même en train d'avancer. Oui, monsieur Nene. Non, je voulais simplement dire qu'il faut partir d'un fait. Il y a des cas isolés, ça c'est clair, parce que nous tous on regarde la télévision, il y a des cas de maltraitance envers les enfants, parfois des couples reconvertis ou bien des couples recomposés, familles recomposées. Voilà, les familles recomposées, mais en général quand même, on note que les droits des enfants sont pour la plupart des temps respectés et que les parents sont vraiment informés. Mais vous savez qu'on ne peut pas casser, on peut faire ça casser les œufs. Non, mais l'État aussi, il faut aussi reconnaître que l'État aussi du Cameroun aussi œuvre quand même à ce que les enfants soient protégés. Dans quel sens est-ce que... Dans quel sens? Déjà, je prendrais un peu proche de MINPROF. Il y a une organisation de l'ONU, UNFPA, qui travaille en relation avec le MINPROF, qui rassemble, qui convoque plusieurs fois les associations, les organisations comme la société civile qui font des réunions. Comme la semaine dernière, on avait une réunion. On s'est appuyé dessus, le COFEP et sa coordinatrice s'est appuyé dessus en disant que quand il faut faire les 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes, on voit les femmes sortir, mais on a tendance à oublier que la pépinière la plus importante, c'est de préparer le futur. Ce sont nos enfants. Et ça n'existe pas. Elle a tiré la sonnette d'alarme. Et dessus, ce n'est pas entré dans les oreilles de sourds. C'est qu'ils ont suivi. D'autres ont même reconnu que vraiment ça en tombe. Ils vont voir comment améliorer. Mais au moins, on voit souvent des cas. Parce que parfois, les parents nous appellent même et nous signalent. L'État met des mécanismes, par exemple, quand on a des cas, tu peux signaler auprès du MINPROF. Maintenant, le MINPROF a des associations avec lesquelles il travaille, comme le COFEB. On avait fait un mapping d'associations qui peut apporter son niveau de connaissance sur les différents problèmes. Il y a l'OCMEF, dans un cas, il y a même des psychologues qui suivent, par exemple, des enfants qui ont des problèmes et qui viennent des familles comme Ugadi recomposées. Le COFEB a une équipe de psychologues, d'autres associations aussi. Mais ce qu'on peut plus demander, c'est que vraiment, si l'État pouvait plus s'impliquer, moi, c'est ma proposition, les organisations de la société civile dans ce type de cas, donc comme dans les violences faites
aux enfants et aux jeunes pour la protection, pour aller discuter avec eux. Et tout le monde croit que ça apporterait plus de fruits. Alors pourquoi est-ce qu'on a pas que le sentiment, puisque la directrice du COFREP s'est indignée, s'est insurgée contre cela, les gens se mobilisent plus quand il s'agit des violences faites aux femmes. Il y a un rendement médiatique autour de la question, il y a des mobilisations des fonds, des moyens et un grand tapage en termes de communication, mais quand c'est le cas des enfants qui sont les plus vulnérables, les plus fragiles par définition, il y a moins d'engouement, moins d'enthousiasme. Comment est-ce qu'on explique cela? Est-ce que c'est quelque chose de psychologique? Est-ce que c'est quelque chose d'administratif, monsieur Ney? Moi, à ce niveau, vraiment, c'est une très bonne question, mais c'est difficile à répondre. Je ne peux pas vraiment expliquer pourquoi ça se passe comme ça. Mais dans le passé, par exemple, elle a dit ce jour en pleine réunion que dans le passé, on faisait souvent mettre, après un moment, tout le monde a laissé tomber la question de l'enfance, c'est plus entrer dans les violences basées sur le genre. Mais bon, on croit que à la lieu où les gens commencent à parler de ça, ça va reprendre au fur et à mesure. C'est qui est notre souhait. Parce que vraiment, la question de protéger les enfants, c'est l'une des questions qui est la plus importante et ça gêne de plus. Au fur et à mesure, les gens discutent, les gens en parlent. Même les jeunes, ils commencent à discuter, commencent à parler. Ce n'est plus un problème tabou. C'est vraiment ouvert à ce que tout le monde puisse discuter et parler dessus aujourd'hui. Parce que ce qui se passe avec les enfants, on peut se retrouver à une situation, à une société qui est en train de se dépraver comme ça par rapport à une enfance qui n'a pas été bien assurée. Regardons un peu dans nos lycées actuellement ce qui se passe, dans nos établissements secondaires ce qui se passe. C'est devenu très dangereux. Donc si on n'a pas tendance à pouvoir commencer à préparer ça dès maintenant, on peut se retrouver dans des situations pas très bonnes. Alors quel est le niveau d'implication des autorités dans ce combat qui consiste à protéger les enfants des violences auxquelles ils peuvent être sujets? Est-ce que les autorités se montrent enthousiastes, coopératives? Est-ce qu'elles mettent les moyens suffisants? J'imagine qu'un tel combat, une telle lutte nécessite de mobiliser des moyens. Est-ce que le gouvernement de la République joue la partition qui est la sienne? Oui, elle joue la partition qui est la sienne, même comme c'est pas suffisant. Mais si on dit que le gouvernement ne fait rien, non, puisque déjà, je parle dans le contexte ici, dans le littoral. La délégation de Minpouf, par exemple, nous rassemble souvent, on discute, on va vers eux pour parler. Ils ont un fichier d'association qui est enregistré à leur niveau. On se rassemble souvent, on discute avec eux. Et on amène les problèmes qui sont là, on bavarde. Eux aussi, parfois, il faut comprendre que c'est des fonctionnaires qui n'ont même pas souvent notre connaissance du terrain ou bien ne sont pas bien outillés comme nous. Donc c'est nous qui parfois les disons que voilà telle situation, on ramène auprès d'eux, on essaie de les montrer, on essaie de discuter, les donner des rouages et les trouver même des axes d'intervention pour pouvoir trouver des solutions par rapport aux problèmes des enfants. Oui, mais quand vous les sollicitez, est-ce qu'ils réagissent promptement? Est-ce qu'ils traînent le pas? Est-ce que quand cela nécessite, ça peut être des moyens juridiques, hein, est-ce qu'ils réagissent à temps? Non, même si c'est en retard, ils réagissent souvent. Généralement, lorsqu'ils sont interpellés ou bien lorsqu'ils sont saisis par une situation, ils prennent le problème tout de suite au sérieux et puis ils réagissent d'une manière ou d'une autre. Il faut aussi partir d'un fait, c'est quoi? C'est que vous aussi, les médias, les journalistes, vous faites aussi un très grand travail. En ce sens que bien parfois on voit des faits à travers la télévision, vous dénoncez, et lorsque les cas sont dénoncés, le ministère des Affaires sociales aussi prend les choses en main, et puis il y a une procédure, même au niveau de la gendarmerie ou bien de la police, qui font aussi un travail énorme. Mais quand même, il faut le dire, au niveau de l'État, ils sont conscients, ils sont présents lorsque nous allons vers eux pour leur poser des problèmes. Et ils nous accompagnent aussi. Mais il faut dire que ce soit les organisations qui portent le plus en plein temps. C'est les organisations, parfois, quand peut-être vous les médias vous signalez que tel truc. Parce que parfois, nous les organisations, comme on est dans les quartiers, tu peux être informé de bouche à oreille. Mais parfois, bon, ça n'arrive même pas à ton niveau, tu ne peux pas tout connaître. Après, ça sort comme ça sur les médias, tel truc, et directement on porte. Je prendrais le cas par exemple du petit qu'on avait montré avec Enos, partout même à Canal 2, que son père tapait, mettait dans le fût d'eau. On a
les gens sont sortis, ont stigmatisé ce monsieur, ont tout fait. C'est après enquête que les gens sont allés rencontrer l'organisation de la société civile, comme le COFEB par exemple en tête de liste, sont allés rencontrer le petit, discuter même avec l'enfant, discuter avec le parent, discuter. On s'est rendu compte que c'est quelqu'un qui faisait les fugues. Et comme on avait tellement mis que c'était tous les jours qu'il tapait l'enfant comme ça, non, ce n'était pas le cas. Ce n'était pas le cas. Mais ce qu'on le COFEB n'a jamais encouragé la manière avec laquelle il corrigeait l'enfant. Pour ça, mais il y a d'autres méthodes pour pouvoir punir un enfant quand il fait des bêtises. Mais on avait tellement mis ce monsieur, c'est le copain de sa mère, alors que c'est ce monsieur qui s'occupe de lui depuis tout petit, qui le paye l'école, qui fait tout. En tant que parent, quelque part, quand tu vois qu'il est champion des fugues, il se permet de reprendre son bulletin de n'importe quelle manière, il fait n'importe quoi, ne te dit pas des vérités. Je crois que ça peut te pousser, tu oublies même, tu gifles. Le COFEB va condamner cela, mais a quand même essayé d'apporter certains éclaircies. Parce que si c'était pas ça, je vous garantis, il y avait même déjà des avocats collectifs qui étaient prêts même à envoyer ce monsieur en prison. Et regardez, en envoyant le monsieur en prison, qui allait encore payer le petit, par exemple, l'école, il devait être privé d'éducation. Alors que le droit à l'éducation, c'est impératif pour un enfant. Donc, c'est autant de choses. Alors, maintenant, venons-en aux solutions. La violence, on la décrit, on la dénonce, on la combat, mais elle semble avoir vraiment la peau dure. Quelles sont les mesures qui sont mises en place par vous, votre organisation, par exemple, pour à terme réduire la violence et la réduire à sa plus simple expression, bien sûr qu'elle ne disparaîtra probablement jamais aussi longtemps que ce monde sera fait d'humains. La violence étant pratiquement innée. C'est pas un pronostic fataliste que j'avance, mais à votre niveau, qu'est-ce qui est fait quotidiennement et concrètement pour que la violence contre les jeunes filles et les enfants en général puisse reculer concrètement? D'abord, il faut continuer à sensibiliser, à éduquer les masses. Et en même temps aussi, nous demandons aussi aux parents de beaucoup communiquer avec les enfants. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire amener l'enfant à être obéissant, à se sentir à l'aise dans le milieu, dans la maison. Vous voyez, la violence ne va jamais finir, c'est ce qui est sûr. Il y aura toujours des cas isolés. Mais le problème, nous essayons avec nos petits moyens d'amener les gens à comprendre que ces personnes, il faut respecter leurs droits. Et qu'on pourrait avoir une société plus stable si chacun essaie de communiquer, chacun essaie de créer un climat d'apaisement dans les relations et aussi de communiquer avec l'autre. Voilà en quelque sorte. Oui. Pour sortir les solutions, qu'est-ce que vous mettez en place pratiquement pour que l'année prochaine, quand on sera ici, qu'il y ait par exemple une bonne nouvelle que la violence a diminué et a disparu de 98-19%? Non, pour les solutions, déjà, je suis d'un naturel optimiste. Non, c'est normal d'être optimiste. Mais, déjà, je peux vous dire que pour la violence, pour dire vrai, rien ne peut se faire s'il n'y a pas de sensibilisation. Il faut accentuer la sensibilisation. Pas seulement auprès des enfants, auprès des parents, auprès des enseignants, auprès de toutes les couches qui puissent exister. Auprès de toi, auprès de moi, c'est d'abord la première chose à faire. Et de plus en plus que les gens sont interpellés par rapport à ça, nous on est sûr, ça peut faire un boom, même au niveau psychologique, qui va permettre à ce que les choses puissent au moins se diminuer d'un peu. Et ne nous leurrons pas, on ne pourra pas faire diminuer les choses directement. Quand on va passer à cette année, on a fait ça directement, l'année prochaine, ça se passe comme ça. Non. C'est un travail de longue année. C'est un travail de longue année. Donc, ok, merci à tous les deux d'être passés. Merci à monsieur Ngaï Papin d'avoir fait le déplacement. Merci à monsieur Len Hus. Merci d'avoir fait le déplacement. On va aussi dire merci à tous nos frères avec qui on travaille. On a Ibrahim Mamadou qui n'a pas pu être de nous aujourd'hui à cause de problème. On a monsieur Niamé qui s'est déplacé hier pour corriger. On a nos frères de AM Aide Médicale, à savoir madame Ganso et monsieur Bébé et tous nos autres frères de Youth and Care. Et on fait un coucou à nos partenaires à JACSM qui sont de l'autre côté et effectivement qui attendent aussi
les nouvelles de cette émission et on aime bien l'appeler notre mère, Lisa Sendé, sans oublier grand-mère qui est du côté de Nimbi. Très bien. Merci donc infiniment. Mais un grand triomphe à toutes celles et ceux qui se mobilisent pour cette cause combien noble de la protection des enfants, des violences qu'ils peuvent subir. Merci infiniment au Cofred d'être passé ce matin. D'accord, merci. Obtenir la meilleure formation en conduite automobile, une seule adresse, l'Auto-École Française. Vous êtes un ancien conducteur et vous souhaitez vous recycler, contactez l'Auto-École Française qui offre également des formations en conduite défensive et offensive. L'Auto-École Française, c'est 30 années d'expérience et d'excellence au Cameroun, avec plus de 6000 personnes formées chaque année, plus de 50 centres de formation repartis sur tout le territoire, des salles climatisées et confortables, des formateurs hautement qualifiés, des véhicules adaptés à tous les besoins, des permis A, B, C, D, E, F, G. L'Auto-École Française, partenaire de l'État du Cameroun dans la lutte contre les accidents de la circulation et partenaire du groupe École de conduite française, meilleure offre de formation en zone CEMA. Contactez l'Auto-École Française au numéro de téléphone 699 28 30 06 et 679 84 53 62. L'Auto-École Française, la référence par l'excellence. Conduite et enfants. Allez, on va aller au pas de course pour parler de sécurité routière. Il nous avait manqué une semaine durant. Il est Une et demie, voilà. Ouais. Presque deux alors. Ouais. Merci, bienvenue le directeur technique de l'Auto-École Française, Monsieur Désiré Dieudonné Basson. Et ce matin, vraiment, on va courir contre le temps. Et on va parler de la conduite et des enfants. Oui, c'est ça, effectivement. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Bonne Nouvelle. On va parler de la conduite des enfants, malgré que le temps soit trop bref. Que dit la loi d'abord, que dit le code en matière de conduite des enfants? C'est que tous les enfants de moins de 10 ans doivent être attachés dans un dispositif de retenue adapté à leur morphologie. Et les enfants, avant cet âge, dirais-je, il est interdit de faire monter les enfants à l'avant du véhicule. Avant quel âge? 10 ans. Donc aucun enfant de 10 ans ne devrait se trouver devant le véhicule. À côté de son papa, Non, ils ne devraient pas. Ils doivent être à l'arrière du véhicule et attachés. Et maintenant, si vous voulez forcément installer votre enfant de moins de 10 ans à l'avant du véhicule, il faut qu'il soit dans un siège prévu et adapté à cet usage-là. N'est-ce pas? Dans ce cas, il devra être installé dos à la route et penser à désactiver l'airbag passager. Airbag, c'est ce dispositif-là qui se déclenche en cas de choc. Puisque, n'est-ce pas, la morphologie de votre enfant à moins de 10 ans et sa musculature, disons même aussi ses cervicales, ne sont pas adaptés, ne peuvent pas résister à une certaine accélération, moins encore à une certaine décélération, puis à un choc. Donc il n'est pas prudent de l'installer à l'avant du véhicule. Donc lors des longs voyages maintenant, ce qui est aussi important, puisque l'enfant est ennuyeux, il peut manifester de l'impatience, commencer à toucher à tout, notamment à sa ceinture de sécurité, bref, au dispositif qu'il attache à son siège. Il faut donc que le papa songe, avant le voyage, d'activer la sécurité des portes, n'est-ce pas, parce que les enfants, normalement, quand ils sont dans une voiture, il y a un système de sécurité qui permet d'ouvrir la voiture par l'extérieur et jamais par l'intérieur. Et lorsqu'on transporte des enfants, il faut songer à cela. C'est très important. Et si vous voyagez avec l'enfant avant le départ, demandez à l'enfant ce qu'il aimerait faire pendant le voyage. S'il aimerait lire, donnez-lui les livres de son choix. S'il aimerait jouer, donnez-lui les jouets
qu'il aime particulièrement. Parce que, ça va le distraire. Il ne sera pas tenté à toucher la portière ou sa ceinture de sécurité. Et de 2, il ne va pas vous déconcentrer, vous le parent qui conduisez. Parce que pendant le trajet, si vous êtes déconcentré, sachez que un accident est très vite venu, et comme nous sommes là pour lutter contre les accidents. Et je profite pour dire que nous sommes en période de fête de fin d'année et les voyages sont très sollicités, et surtout avec les enfants, et ces conseils-là doivent forcément être mis en pratique pendant cette période-là. Donc voilà, je disais tantôt qu'il faut activer la sécurité pour enfants. C'est elle qui consiste à ne pouvoir ouvrir la portière que de l'extérieur. Voilà. Malheureusement, on ne va pas pouvoir poursuivre. On le fera à la prochaine fois, lundi, sûrement, parce que c'est tellement important que pendant les fêtes de fin d'année, les enfants sont tout exposés. Et il faudra même dire que songez à les habiller en tenue claire s'ils marchent à pied. Songez également à les mettre les gilets rétro-réfléchissants quand ils marchent à pied pour qu'ils soient visibles. Parce que être vu sur la route compte beaucoup pour les tout petits. Voilà. Quelques contacts, puisque pour suivre pour avoir la suite. Oui. Et je vous ai toujours donné les numéros utiles par lesquels vous pouvez nous joindre. Je commence par le mien parce que il est le plus sollicité. Je reçois de plus en plus des appels provenant de vous. C'est le 675 94 96, le 679 84 53 62, le 699 28 30 06. Très bien. Ouais. Merci infiniment, monsieur Désiré Dieudonné Basson, directeur technique de l'Auto-École Française, d'avoir été avec nous pour vos précieux conseils. Nous espérons que les uns et les autres les ont non seulement bien assimilés, les mettront en pratique pour nous éviter des situations fâcheuses. Merci à vous, auditrices, auditeurs, d'avoir été là. On se retrouve demain pour l'ultime production du Café de l'actualité. Très bonne suite de programme sur Radio Bonne Nouvelle et Shalom.